Ben, merci beaucoup à PEA, merci d'organiser tout ça, merci Karim et Marion. Bon, merci à Marc maintenant d'intégrer l'équipe, là, je vois. C'est super sympa de votre part d'organiser tout ça parce que cet été, on n'y est pas encore, mais pendant ce confinement, c'était très dur. Donc, voilà, merci beaucoup. Donc, je vais vous faire une conférence si on peut dire ce mot, sur les chemins qui mènent à l'antispécisme. Parce que, bon, bah, vous vous en doutez, on n'est pas tous nés antispécistes. Je ne sais même pas si de manière innée, on a vraiment l'amour des animaux. Ça, c'est des questions philosophiques très profondes. En tout cas, on n'est pas tous antispécistes, on l'est devenu et on va essayer de retrouver les mécanismes, les choses qui ont fait qu'on a eu la chance de pouvoir le devenir. Donc voilà, c'est un peu sur ça que je vais parler. Et puis ça va être aussi assez pragmatique pour avoir des solutions pour essayer de convaincre les gens, pour essayer de les aider et pour réfléchir sur qu'est-ce qu'on doit faire pour la société. Et voilà, vous verrez tout ça. Donc, bah, merci encore à PEA. Comme je l'ai dit, cette conférence sera basée bah, principalement sur mon expérience personnelle, parce que malheureusement, on n'a pas encore de statistiques sur qui sont les militants, pourquoi les gens militent. On n'a pas vraiment d'études très profondes, surtout sur la cause animale. Et donc, en même temps, je vous invite à répondre au questionnaire qui est organisé par le site antispéciste.ch. J'ai participé à l'élaboration de ce questionnaire en partie. Et donc, ben, il y aura des notions qui sont dans cet exposé qui seront évoquées lors de ce questionnaire. Donc, n'hésitez pas de voir cette petite conférence pourra vous aider aussi de répondre au questionnaire. Donc, je pense que pour vous, ça peut être sympa. Et c'est important qu'on ait des statistiques qu'on puisse transmettre aux penseurs, aux gens comme Yves Bonnardel ou David Olivier, tout ça, qui après peut-être utilisent ces statistiques, je ne sais pas, ou qui pourront, où il pourrait y avoir sinon peut-être des articles, des choses comme ça avec ces stats. Donc voilà, cet exposé, il est fait pour vous amener à la réflexion, pour créer du débat. Donc j'espère qu'on en aura à la fin. Et puis, de toute manière, vous pourrez me contacter si vous voulez qu'on en ait. Voilà, on va commencer. Donc, le premier grand point, je vais couper ma caméra pour être plus à l'aise. Le premier grand point, c'est les dispositions qui nous permettent de devenir antispéciste et d'avoir un mode de vie vegan. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on n'a pas tous ces dispositions innées. On les a peut-être construites ou peut-être notre éducation nous a permis de les avoir. Et donc, je vais essayer de marquer, de montrer un peu quelles sont ces dispositions. Qu'est-ce qui a fait que l'antispécisme a réussi à rentrer en nous et comment on pourrait aider les autres à que cette belle idéologie rentre en nous. Donc, de mes expériences, j'ai déterminé qu'il y avait 4 dispositions fortes qui ont fait que les gens pouvaient avoir un mode de vie antispéciste et surtout un mode de vie vegan et une pensée antispéciste. La première, c'est une forte sensibilité. Donc, l'ensemble d'entre nous ici, nous avons une sensibilité soit aux animaux, donc ça c'est, je dirais, la plus belle, mais ça peut être aussi une sensibilité à la planète, et on est devenu par l'écologie. Ça peut être aussi une sensibilité aux humains et à sa santé, à soi-même, mais des personnes qui n'ont aucune sensibilité, ça va être très dur pour nous de les convaincre sur cette idéologie parce que déjà, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Et donc, l'empathie, comprendre que les animaux sont des individus, tout ça, ça peut être compliqué, mais bon, c'est pas impossible. Mais donc, le premier point, c'est déjà d'avoir une forte sensibilité. Le deuxième point, c'est d'avoir un grand intérêt à la vérité. Moi, je dis un rapport sain à la vérité. C'est qu'il y a des personnes, ils sont touchés par ce que subissent les animaux, mais ils n'ont pas envie de le voir. Par exemple, ma maman, ben, elle est touchée par ce que subissent les animaux, mais elle me dit, je ne veux pas voir les images, ne me montre pas, arrête. Et donc, je me pose des questions. Est-ce qu'elle a un rapport vraiment sain à la vérité? Les gens, on a tous une échelle de valeurs différente. Des personnes ont mis peut-être la réussite, d'autres ont mis la socialité, d'autres ont mis la justice, et d'autres ont mis la vérité peut-être plus bas. Et on a tous, chacun et chacune, ben, des échelles de valeurs différentes. Et pour rentrer dans ce mode de vie, il faut quand même avoir une disposition sur la vérité assez forte. Alors après, cette disposition, elle se construit avec le temps, ou elle peut être transmise par l'éducation, ou même
peut-être inné. Ça, je n'ai pas encore les données sur ça. Je pense que c'est des questions très difficiles à déterminer. Mais en tout cas, voilà, il faut un rapport sain à la vérité. Troisième disposition, pour devenir antispéciste et avoir un mode de vie vegan, c'est un travail sur notre socialité. Là, n'importe qui d'entre nous ici, je pense qu'on s'est dit à un moment donné dans notre vie, je m'en fiche du regard des autres, je vais vivre pour mes convictions, c'est-à-dire que j'ai vu cette injustice et j'ai beau être peut-être marginalisé par mon groupe social, ben je vais le faire, je vais le vivre. Et il y a des gens qui ont construit toute leur vie sur le regard de l'autre. Leurs parents voulaient qu'ils soient médecins, ils sont devenus médecins. Leurs amis sont des gens qui votent à gauche, donc ils ont des positions de gauche. L'inverse, de droite, donc ils ont des positions de droite. Ou même moi, j'ai beaucoup parlé, par exemple, avec des amis musulmans. Et ben, ils me disaient, ce que tu dis, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais moi, ça va être compliqué, ma famille, les amis, je vais être exclu vraiment de mon milieu social. Donc, voilà. Et donc, il y a des personnes sur qui, ben, là, ça flanche et ils n'arrivent pas à passer le cap parce qu'ils n'ont peut-être pas fait un travail assez fort sur leur socialité. Moi, je viens d'une famille où ma mère, elle est féministe et ils se sont construits un peu en opposition avec leur milieu social. Et donc, pour moi, c'était facile bah, d'être en opposition avec le modèle social dominant. Voilà. Bon, tout le monde n'a pas ça. La quatrième disposition, à mon sens, c'est une forte détermination. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ce que vivent les animaux, ça me touche. Ce que vous dites et votre combat, il est vrai. Je m'en fiche du regard des autres, mais me faire un houmous à 6 heures du matin pour aller à un mariage, tu vas pas compter sur moi. Moi, j'ai déjà 3 enfants, donc il faut que, voilà, j'ai pas cette énergie. Toi, t'es militant, on ne sait même pas si tu bosses, t'as pas de gosse, bon, ben, pour toi, c'est facile. Et ben, moi, c'est difficile, j'ai pas cette détermination, donc je suis flexitarienne ou je suis flexitarien, je suis végétarienne ou végétarien, ou voilà. Et ils n'ont pas la vraie conviction sur ce que subissent les animaux. Pour eux, c'est plus un choix personnel et ils aimeraient y tendre, mais ils n'y arrivent pas. Donc voilà, à mon sens, il y a ces quatre dispositions. Ces quatre dispositions, elles ne vous apportent pas grand-chose peut-être ou elles vous font révéler des petites choses en vous. Mais pourquoi je les ai évoquées? C'est parce qu'elles peuvent nous permettre d'aller voir des individus. Donc là, c'est plutôt dans la sensibilisation inter-individuelle et d'essayer de déterminer dans les gens quelles sont les dispositions qu'ils font et donc à nous d'appuyer sur la disposition qui est primordiale chez eux et chez elles et qui est la plus importante. Donc il y a des personnes qui sont beaucoup plus intuitives et sensibles, donc c'est le premier point. Donc qui, elles, sont des personnes qui marchent plutôt par la sensibilité. Ils ont développé une assez forte sensibilité, peut-être aux humains, peut-être à l'écologie, ou peut-être il faut essayer de trouver en eux, et donc appuyer sur ce biais cognitif pour les influencer ou pour semer la graine qui pourra faire que demain, peut-être, un jour, bah, ils auront la chance de découvrir ce que c'est l'antispécisme et ils auront la chance de pouvoir arrêter d'être dans cette logique de prédation et de domination qui est de tuer des animaux tous les jours. Donc, jouer peut-être sur les images, les vidéos. Donc voilà, essayer de déterminer dans les gens s'ils ont une forte sensibilité. Le deuxième, c'est des personnes qui ont peut-être un modèle cognitif qui est beaucoup plus rationnel. Peut-être ils ont fait des grandes études ou ils sont universitaires. Ou, voilà, ils sont très rationnels, c'est les chiffres, c'est les statistiques. Ils sont un peu dans la vérité, ils veulent connaître, la connaissance. Ben, eux, au lieu de peut-être leur montrer des images, ben, essayer de jouer avec des statistiques, des chiffres, et vraiment d'identifier, c'est des profils de personnes qui sont assez différentes. Et quand on fait de la sensibilisation, on peut des fois essayer de le voir ou de le ressentir. Et la troisième, c'est des personnes qui sont beaucoup dans la représentation sociale. Il y a beaucoup de personnes dans notre société qui sont dans cette représentation sociale, qui sont dans les tendances, qui vont là où ça marche, là où ça se passe. Et voilà, même si vous leur donnez la vérité, même si vous essayez de les toucher, ça ne marche pas. Eux, ils iront. Si demain, les youtubeurs y vont, si voilà.
Donc, ces personnes-là, bah, si c'est des proches, bah, amenez-les dans des restos, présentez-leur des amis, montrez-leur qu'il y a une communauté, qu'il y a un environnement. Et il y a des gens, juste en étant entourés d'autres personnes, ben, ils deviendront antispécistes, véganes, sans, voilà, comme ça, très facilement, juste parce que le groupe social l'est. Donc, voilà, ça c'était le troisième point. Et le quatrième point, c'est des personnes beaucoup plus rares, c'est souvent des militantes ou des militants, c'est les personnes engagées avec une forte détermination. Donc là, à eux de leur montrer que c'est une vraie cause, que nous, on a un vrai combat, que ce combat a des racines profondes qui amènent à beaucoup de choses, et essayer de jouer sur ça, mais c'est beaucoup plus rare. Donc, à mon sens, c'est important de quand même connaître un petit peu ces quatre biais cognitifs chez l'autre, de comprendre un peu qu'il y a quatre dispositions qui font. Il y en a peut-être plus. Hein. Je suis pas, voilà, c'est juste de l'expérience que je vous transmets. Et maintenant, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a des gens où il manque en fait un biais cognitif. Comme j'ai parlé de ma maman tout à l'heure, c'est pas vraiment vrai. Hein. On va prendre ma maman, mais virtuellement, on va dire comme ça. C'est que peut-être elle n'a pas assez travaillé son rapport sain à la vérité. Donc le deuxième point que je disais. Donc tout ce qui est sur la vérité ne travaille pas. Et donc au lieu de lui parler des animaux, bah, je peux pendant un temps mettre de côté les animaux pour essayer de lui dire mais la vérité c'est important. Si notre société ne s'intéresse pas à pourquoi, qu'est-ce qui se passe, voilà, si on n'est que dans les tendances sociales et que la société va là où ça marche, là où les gens vont, et qu'on ne s'occupe pas de la vérité, ben on peut aller à la catastrophe, voilà, par exemple. Et donc de travailler la personne sur ce qui lui manque. Ça, c'est une autre technique. Voilà. Donc là, je vais vraiment en profondeur. C'est faut pour les gens vraiment engagés. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent beaucoup à ça. Ils me parlent de leur famille. Ils me disent comment je peux faire pour mon cousin, pour ma sœur. Voilà. Donc, voilà. Bon, j'ai essayé d'élaborer ça. Et surtout, pourquoi je donnais ça, c'est que en voyant que on n'a pas tous eu la chance d'avoir ces dispositions, que ces dispositions, soit elles nous ont été transmises par l'éducation, soit qu'on a réussi à se construire par les aléas de la vie, ben ça amène à quand même une forme de tolérance et de compréhension de l'autre, et que l'autre, ben, il n'est pas nécessairement amené très facilement à tout ça. Maintenant, à nous, ça, on va pas les laisser faire. Ça, c'est sûr qu'on va pas laisser que le massacre des animaux perdure parce que malheureusement, ils n'ont pas eu cette éducation. Non, nous, on est là pour l'amener. Et même si vous n'y arriveront pas, ben, on les forcera au bout d'un moment. Et ça, on en parlera après. Mais en tout cas, il y a une forme de tolérance et de compréhension. Et voilà, moi, je sais que j'ai eu cette chance d'être né là où je suis né. Mes parents n'aimaient pas les animaux. Je n'avais pas l'amour des animaux. Je le suis devenu par éthique. Mais j'avais les dispositions, un humanisme. J'avais, je vous dis, un rapport à la socialité où voilà, je m'en fichais du regard des autres. Donc, j'avais quand même des dispositions qui ont fait que. Donc, voilà. Maintenant, je pense que ce qui est bien, c'est que grâce à ces dispositions, on peut aussi essayer de comprendre comment on pourrait essayer de changer la société. Parce que changer un individu, c'est un peu comme changer une société, c'est pas tout à fait pareil, mais on peut essayer de garder ces tendances. Donc, je vais passer à la deuxième partie. Je voulais juste savoir pour clarifier, puis parce que moi j'ai l'habitude de faire des vidéos, mais j'ai pas l'habitude de faire des conférences. Donc, je ne sais pas si je pourrais avoir un débit qui fera que je vais parler pendant 1 heure. Est-ce que vous auriez des questions, mais vraiment très très précises sur ce qui a été dit, pour que je clarifie s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair. Et après, pour le débat, ça, on verra plus tard. Donc, s'il y a 2, 3 questions, je suis prêt. Et puis, sinon, on passera à la phase 2. Je ne sais pas, sur Facebook ou en écrit. Est-ce que vous en avez repéré? Vous pouvez aussi activer vos micros si vous voulez directement aller poser les questions. Par contre, sachez qu'il y a un live Facebook. Donc, si vous activez votre micro et qu'il y a la caméra, il est possible que vous soyez sur Facebook en live. Si vous ne souhaitez pas, si vous souhaitez l'anonymat, attention. Mais je pense que j'ai été assez clair. Hein. Question. Allez!
J'ai une toute petite question très précise. À un moment donné, tu disais que peut-être les gens n'ont pas de sensibilité, éventuellement parce qu'ils ne s'aiment pas. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Pourquoi il y aurait plus de personnes qui auraient de la sensibilité et d'autres personnes beaucoup moins de sensibilité, sachant que c'est une des phases les plus importantes, je pense, pour que les gens puissent réagir face à de l'injustice, par exemple. Yes, mon ami Harry, Harry de Arsayo. Yes. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation. Tes parents, ta famille, là où tu es né, je sais pas. On t'a appris, voilà, la sensibilité à l'autre, l'altruisme, l'humanisme, des choses comme ça, des notions qui, même si maintenant on essaye de les déconstruire, nous ont permis d'avoir des préalables qui ont fait qu'on a une forme de sensibilité. Comme je l'ai dit, il y a peut-être l'inné, mais je sais qu'il y a des gens qui même s'en fichent d'eux-mêmes, en fait. Ils sont même dans la destruction d'eux-mêmes. Et c'est très difficile de réussir à les toucher. Donc, je n'ai pas la réponse pour te dire pourquoi il y a des gens qui ont plus de sensibilité que d'autres. Moi, j'ai jamais eu d'animaux, par exemple. Bah, quand je suis devenu végétarien dans un premier temps, je ne l'ai pas fait par amour des animaux. Je l'ai fait par éthique. Je n'avais pas la sensibilité aux animaux, mais j'avais la sensibilité à l'éthique. Donc voilà, je ne peux pas Ah ouais, vraiment te répondre. je trouve que le parallèle avec l'amour de soi, c'est intéressant de se dire que si les gens ne sont pas sensibles, c'est peut-être qu'il y a un problème avec une estime déjà, je pense. Je pense. Après, Non, merci. il y a la sensibilité à l'écologie, la sensibilité à soi, ça peut être pour la santé. Il y a des gens, ils n'ont pas l'estime d'eux-mêmes, mais ils sont prêts à tout faire pour la planète. On est construit de manière tous différente. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va pour toi? Nickel. Il y a une question qui vient du live Facebook. C'est Marc qui va la transmettre. Ouais, tu m'entends? Ouais, impeccable. Alors, euh, Valentine Labourdette te dit, penses-tu qu'il est possible de convaincre tout le monde? Ah, ça, on va le voir après. Non, je ne pense pas qu'il est possible, mais on va les forcer et pas les convaincre. Et tout comme sur d'autres questions, au bout d'un moment, c'est les lois et les lois, elles forcent et les gens, c'est interdit d'être raciste, mais on a la preuve ces derniers jours qu'il y a encore du racisme et on le savait déjà. Mais voilà, en tout cas, de manière sociale, c'est interdit. Demain, de tuer des animaux, d'avoir une vision spéciste, ça sera interdit, j'en suis persuadé. Mais il y aura quand même des gens dans des forêts qui s'amuseront à… Voilà. Il y a Jean-Marc, je crois qu'il veut poser une question. Allez, la dernière. Ouais. Bonjour, merci Amadeus, bonjour. C'est pas vraiment une question, c'est une remarque. Je pense aussi que le végétarisme et le véganisme ont de plus en plus de succès liés aux problèmes de santé. Et il y a 15 jours, il y avait une conférence justement sur les virus et les animaux. Enfin, on sait qu'il y a beaucoup de virus, H1N1, Ebola, etc., qui viennent des conditions animales et de la façon dont on traite les animaux et dont on les mange. Et je pense que c'est une question importante. Moi, personnellement, j'ai jamais trop aimé la viande, mais dans les années fin des années 80, c'est un néphrologue qui a dit à mes parents s'il n'aime pas la viande, l'obligez pas à en manger, parce que c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour les reins. Donc, il y a aussi une question médicale et scientifique, non? Oui, bien sûr, hein, mais c'est ce que je dis. Hein, il y a beaucoup de gens, ils sont dans la sensibilité humaniste. Et donc, il faut jouer avec ça en disant que les humains, si on veut les garder en bonne santé, il y a des séries comme Netflix, sur Netflix, là, The Game Changer, bon, j'ai pas vu moi, qui explique, je crois, un peu ça. Il y a beaucoup de rapports qui montrent ça. Et que même, voilà, si c'est sur la santé, ça, c'est tout un pan. Et il y a beaucoup de gens qui jouent sur ça. Il y a aussi sur, si on veut que l'humanité perdure sur ce monde, il faut qu'elle change de mode de vie. Donc voilà, c'est sans parler vraiment des animaux, en fait. C'est plus, on joue sur leur sensibilité à l'autre, leur sensibilité à eux-mêmes.
Ouais, c'est. Ben, moi, en ce moment, c'est vrai qu'avec le Covid-19, je joue beaucoup quand j'en parle autour de moi et à des gens qui ne sont pas forcément sensibles. Mais je joue beaucoup sur l'aspect, entre guillemets, scientifique et santé, quoi. Mhm. Et ça, je pense que pour nous, quelque part, c'est dur à dire, hein, mais s'il y aura bien un avantage du Covid-19, hein, ça serait celui-là, à mon avis. Parce que là, il y a, c'est plus qu'une carte à jouer, à mon avis. Oui, oui. Tout de même, bon, ça, on pourra en débattre tout à l'heure. Là, c'est plus des petites questions précises, parce que sinon, on va faire 3 heures de live. Mais ok, ben, ouais, je suis d'accord avec toi, quoi. Est-ce que c'est bon pour vous? J'enchaîne? Oui, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Ok. Donc là, je vous ai dit, on a essayé de déterminer pourquoi dans les êtres, dans les individus, quelles sont les dispositions qui peuvent amener à comprendre cette vision du monde et avoir un mode de vie qui en découle avec qui est le véganisme. Et maintenant, on va essayer de comprendre quelles sont les phases pour créer une société antispéciste. Donc, je vais recouper ma petite caméra. Voilà. Et donc, voilà. Donc, on va essayer de voir ça. Donc, moi, c'est encore de ma vision et de mon interprétation. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs phases à développer pour que notre vision du monde soit comprise et intégrée et vraiment intégrée dans la société et que ça devienne la référence, ça devienne la manière de voir notre monde. Et comme je vais l'exposer, il y a 4 phases qui découlent encore des 4 dispositions. Et ces 4 phases, elles sont comme indiquées des phases. C'est-à-dire qu'elles se développent toutes un peu en même temps, mais il y en a qui sont, à mon sens, prédominantes pendant un temps et d'autres un peu moins, mais voilà, ce n'est pas des étapes. Donc, voilà. La première phase, pour moi, ça a été de montrer que l'animal est un être sensible. Ça a été fait grâce notamment aux images de L214 en France, en tout cas. À l'époque, moi, c'était PETA qui avait une chaîne sur Internet qui s'appelait PETA 2 et on allait montrer les images des abattoirs. Il y avait aussi One Voice qui faisait déjà des enquêtes, mais plus sur les animaux de loisirs, on va dire. Et donc, voilà, cette étape de montrer que l'animal est un être sensible, elle a été faite, à mon sens, beaucoup par L214, préalablement aussi peut-être par la fondation Brigitte Bardot, mais ce n'était pas sur les animaux d'élevage et sur l'ensemble des animaux. Et voilà, ça a été une période très forte. Quand il y a eu cette période qui est arrivée, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été touchées. Ça a touché leur sensibilité. Et donc, ils ont compris que les animaux, c'était des êtres sensibles et qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec eux. Et ça a eu des conséquences. Par contre, comme le message était neutre pour qu'il puisse passer, et c'est normal, à l'époque, c'était déjà énorme de pouvoir faire ça, ça a été vu comme un choix personnel. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui vous disaient « Ah, je comprends, toi, ça te touche, tu as vu les images, d'accord, je respecte, ne mange pas d'animaux, je comprends, mais moi, laisse-moi en manger, chacun son choix. » Et en fait, quand on est rentré dans cette vision de chacun son choix, on a eu une deuxième phase qui est rentrée, qui s'est mise en place, c'est la phase de l'activisme, de montrer que c'est un véritable engagement, que ce sont pas juste un choix personnel, mais c'est une manière de voir le monde, c'est une éthique, c'est une cause, tout simplement. Et ça a été fait notamment grâce aux associations comme 269 Libération Animale, en montrant que voilà, ils étaient prêts à s'enchaîner, qu'ils allaient dans les abattoirs, que c'était un vrai engagement, c'est pas juste un choix personnel et on va pas vous laisser. Il y a eu aussi les caillassages des boucheries avec les bonnes conséquences et les mauvaises conséquences. Après, ça, c'est tout un débat. Et vous, en Suisse, vous avez Mathias, qui est enfermé en prison actuellement pour des raisons de cause et pas de choix personnel, parce que pour lui, c'est un engagement politique. Et voilà, les personnes se sont mobilisées pour montrer que c'est pas un choix personnel, c'est une vraie cause, c'est un vrai engagement et on va pas laisser faire ça. Donc, à mon sens, là, ces 2 phases, elles ont été un peu faites, c'est-à-dire que la plupart des gens ont vu les images, savent que les animaux sont des êtres sensibles, ils commencent à le comprendre. Ils savent que nous, les antispécistes,
vegan, on n'est pas là pour trop rigoler, que voilà, il y a du répondant, on est présent, on n'est pas nombreux, mais on est actif. Et donc, à mon sens, on rentre, alors ça c'est mon point de vue, dans la troisième phase, dans la phase de la socialisation. C'est-à-dire d'essayer de rendre notre mode de vie et notre vision du monde socialement accessible. Que les gens, demain, s'ils veulent devenir antispécistes, ben, c'est pas compliqué d'aller voir leurs copains et copines et leur dire, ben, moi, je suis antispéciste. Voilà, ça sera socialement admis. Et tout ce travail, il est en train d'être fait. Le parti animaliste, de rentrer la question animale dans la sphère politique. Ben, les gens, ils comprennent que voilà, il y a une vision du monde qui est en train de se développer. D'avoir ramené les Hugo Clément, les Stomy Bugsy dans des élevages pour essayer de faire des millions de vues. Les images maintenant, même L214 a réussi à plus que ça soit que des images qui font que c'est un choix personnel, mais que c'est des images qui ont des conséquences. On les invite sur les plateaux, il y a des conséquences, il y a des abattoirs qui sont fermés pendant quelques jours. Voilà, ben, socialement, on se dit, il se passe quelque chose, il y a une vision du monde qui est en train de se développer, et à mon sens, c'est ça qu'il faut développer. Donc, les Instagrammeurs, les Instagrammeuses, YouTubeurs, YouTubeuses, voilà, vraiment développer tout ça. Et c'est pour ça que moi, je m'essaye à faire des vidéos tant bien que mal, qui sont très peu partagées, mais merci à toutes les personnes qui les partagent de temps en temps. Et voilà, et de les rendre socialement accessibles. Et le rendre socialement accessible, c'est une deuxième chose. Il y a le rendre socialement accessible idéologiquement, mais il y a le rendre socialement accessible économiquement. C'est-à-dire que demain, c'est facile. Moi, à mon époque, je devais me balader toute la journée avec un Tupperware. Ben maintenant, je vais dans Paris. Bon, oui, je suis dans la région parisienne, je suis en banlieue parisienne, mais c'est facile. C'est-à-dire, j'ai pu me balader, galérer. Je galère quand même un peu, mais c'est plus comme à l'époque où on rentrait avec la faim au ventre et les gens ils disaient mais t'es carencé. Bah ouais, je peux pas manger, je peux ne manger nulle part, donc je jeûne toute la journée. Donc voilà. Et donc de le rendre socialement accessible économiquement, c'est très très important à mon sens. Donc le développement des alternatives, les rendre socialement accessibles économiquement, ça veut dire par des prix plus bas. Et voilà. Et donc cette phase, à mon sens, elle va créer beaucoup du nombre. C'est-à-dire, on va essayer de créer une mode, une tendance, voilà, qui va faire que plein de gens vont venir, mais ça ne sera pas de la qualité. C'est-à-dire, ça ne sera pas des gens qui auront intégré tous les codes, qui auront tout déconstruit. Sur le mouvement, par exemple, contre l'homophobie, ben, il y a plein de gens qui sont contre les homophobes, mais qui ont pas compris tout, qui sont pas vraiment. C'est juste que, bah, voilà, comme c'est socialement répandu, bah, ils disent pas, moi, j'aime pas les homos. Ils savent même pas en fait s'ils les aiment ou s'ils les aiment pas. Ils ont même pas réfléchi. Comme la tendance est qu'on peut pas vraiment le dire, même s'il y en a toujours et qu'on combattra et qu'on faut combattre encore. Ben voilà. Donc c'est de rendre vraiment socialement accessible par l'idéologie et par l'économie notre mode de vie et notre vision du monde. Et à mon sens, après, quand on sera assez nombreux, ben on pourra arriver dans la quatrième phase, qui est celle de se confronter et d'imposer des lois. C'est-à-dire que dans ma vision de où en est la cause actuellement, c'est que nous sommes sous l'occupation spéciste et que le spécisme est le dominant. Et nous sommes là à essayer de rameuter les gens, créer du nombre, petit, en cachette. Voilà, on essaye. Et quand maintenant on sera assez fort et assez puissant en groupe, ben on pourra se confronter et imposer. Parce que là, ça sera le temps où il y aura les gens qui vous diront, écoute, moi, les animaux, pour moi, ils sentent rien. Donc, tu me parles de sensibilité, je vois pas. Pour moi, c'est pas un engagement, votre truc, c'est pas une vraie cause politique. J'en ai rien à faire. Vous avez beau être beaucoup, je veux manger mon beefsteak, je veux égorger des animaux. Et là, ces personnes-là, ben, on pourra plus les laisser. C'est-à-dire que là, on va rentrer dans la phase où on va imposer des lois et on va les forcer par la société, par le nombre et par nos actions à ne plus pouvoir faire subir ce qu'il faut subir aux animaux. C'est pour ça qu'à mon sens, par exemple, des associations comme Boucherie Abolition sont avant-gardistes. Elles veulent déjà rentrer dans cette phase qui, à mon sens, n'est pas encore le bon temps. Mais ça, c'est encore une question d'interprétation. Moi, je suis à la troisième phase.
chacun voit comme il est. Par contre, sur la quatrième phase, je suis pour la question des cirques. Je me bats pour que l'interdiction des cirques se fasse. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment des phases. C'est-à-dire qu'on peut quand même rentrer en confrontation. On est rentré en confrontation avec les circassiens. Amandine de Paris Animaux Zoopolis avec des menaces de mort. Moi, je me suis fait taper par des circassiens parce que c'était le sujet qui avait remporté, entre guillemets, le plus l'unanimité comment ça s'appelle, à l'Assemblée générale antispéciste. Et donc, à partir de là, on s'est vraiment battu pour essayer d'imposer ça. Et voilà, comme je le disais, voilà, ce sont des phases et pas des étapes. Et donc, elles sont évolutives dans le temps. Et à mon sens, il faut mettre des actions et moi, des accents. Et à mon sens, moi, je suis dans la troisième phase de essayer de développer voilà, tout ce qui est réseau social, accessibilité aux produits, accessibilité socialement. Maintenant, on va passer à la troisième partie, qui est celle que pour réussir à faire changer notre société, on a besoin de militantes et de militants. Et pour avoir besoin des militants qui durent et qui soient viables, il faut comprendre pourquoi on est militante et pourquoi on est militant et essayer de durer dans le temps. Donc encore, est-ce que vous voulez qu'on fasse les questions ou vous voulez que j'enchaîne? C'est plus vous qui me dites par rapport au timing. Alors, on a reçu quelques questions sur Facebook, je crois, Marc. Yes. Ouais, c'est ça. 2 questions. Ok. Alors, je vais te les lire. Tu as ouais. parlé des cirques il y a quelques secondes. Il y a Ouais. Paula Castel qui dit: est-ce que tu penses que les sites comme les zoos ou autres divertissements avec des animaux deviennent moins populaires? Mais est-ce que tu vois un moment où ça pourrait devenir illégal? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça... Après, les zoos deviendront des refuges, tout simplement. C'est-à-dire qu'on aura tellement bien éduqué les directeurs de zoos que ça sera plus que des refuges, ça sera même des animalistes qui seront aux commandes de tout ça. Comme c'est en train de se faire un petit peu au Canada, mais c'est trop compliqué à expliquer. Mais oui, c'est le projet. C'est le projet en tout cas. Ok, et encore une dernière question de Audrey Fitra, Oui. qui parle, tu as parlé du nombre de militants et tout ça, mais est-ce que créer du nombre ne va finalement pas dans le sens d'un effet de mode qui serait non durable? Moi, mon projet, c'est que ça devienne un effet de mode. Je veux que l'antispécisme devienne comme le rock, comme le rap, et que c'est pas grave. C'est tant que les gens ils mangent pas des animaux, c'est ça qui m'arrange. Après, ça sera à nous de trouver le moment où là, il faudra réussir à mieux les, entre guillemets, éduquer, à mieux leur faire comprendre, intégrer les concepts que c'est pas juste du style. Mais si déjà on arrive en rentrant par là, dans un premier temps, moi, je dis pas non en tout cas. Ok, merci pour tes réponses. Ok, alors on va passer à la troisième partie, qui est pourquoi nous sommes militantes et militants. C'est-à-dire que je pense que c'est très important de comprendre qu'est-ce qui fait que nous nous mobilisons pour essayer de perdurer dans le temps. Il y a beaucoup de militantes et militants qu'on voit un temps qui disparaissent. On se dit, mais attends, ils étaient là, pourquoi? Ils cherchaient un petit copain, c'était quoi le projet? Voilà, donc je ne veux pas dénigrer, déjà, j'aime pas ce mot, mais je veux pas. Mais en tout cas, il faut qu'on comprenne pourquoi on est là et qui va faire qu'on va être durable, se battre. Voilà. Donc, pourquoi sommes-nous militantes et militants? Je vais vous proposer 4 raisons encore. Vous avez vu, j'aime le chiffre 4, je crois. Pourtant, mon chiffre préféré, c'est le 5, mais c'est pas grave. Donc, on s'en fiche. 4 raisons. Sachez que dans ces 4 raisons, nous avons tous et toutes ces 4 raisons. Et il ne faut pas se le cacher. Ça ne sert à rien de faire croire qu'on est là que pour les animaux. C'est du mytho. C'est pas vrai. Il y a plusieurs raisons pourquoi on agit et c'est même sain. Donc, la première des raisons, à mon sens, c'est par thérapie. On a tous et tous mangé des animaux. Et un des facteurs qui nous a peut-être amené à nous mobiliser et à en avoir ras la casquette, c'est de se dire, voilà, j'ai tué des animaux jusqu'à tel âge et j'en peux plus, il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, c'est des fois pour se sentir bien, se racheter ou se soigner. Et c'est normal et c'est bien d'utiliser
cette forme de thérapie pour l'user pour un bien commun, pour une évolution de notre société. Par ailleurs, on a tous des blessures dans notre vie, on a tous été construits écorchés, bien, mal, et si on n'utilise pas la cause pour nous soigner, ben on va délaisser la cause et on va aller soigner parce que c'est vital pour nous. Donc on va aller soigner ailleurs, on va aller faire du tennis, devenir très sympa ou reconnu par les autres parce qu'on a besoin, parce que nos parents peut-être nous avaient, je sais pas, dévalorisé, on a besoin de retrouver une valorisation quelque part et tout ça. Donc c'est important de se soigner par la cause, mais maintenant la cause ne doit pas être la raison première la thérapie ne doit pas être la raison première. C'est-à-dire qu'on ne doit pas venir que pour ça. Bien sûr, c'est les animaux en premier, mais voilà, il ne faut pas que la thérapie, ça soit uniquement notre champ d'action dans la cause. Le deuxième point, deuxième raison pourquoi on milite aussi, c'est par fierté, par ego. On a envie de participer à quelque chose qui va changer la société, on y croit, et on veut se sentir utile. On pense que on veut exister en fait, on veut dire voilà, ben moi j'ai participé à ça, je me bats et c'est important d'être reconnu, que les gens sachent que ce que vous faites. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai connu beaucoup de militantes et militants qui étaient très sympas, qui étaient là, ouais Amadeus, on va faire des trucs, je les fais avec toi, il n'y a pas besoin, tu peux le faire et moi on ne voit pas et tout ça. Et en fait, ben, ils duraient 3 semaines, 1 mois, 2 mois et on ne les voyait pas. Alors que ben, je leur disais, non, viens, il faut que tu existes, il faut qu'on sache que tu fais des choses, comme ça tu vas continuer. Ce n'est pas de l'ego malsain, c'est juste que tu existes. Si tu mets de l'énergie, du temps dans quelque chose, il faut que tu existes. Par contre, il ne faut pas tomber dans l'égocentrisme, qui est l'opposé. Et dans la cause, vous savez que sans doute, il y a beaucoup de problèmes sur l'ego, que les gens ne veulent pas aller militer ici ou là, parce qu'il y a des petites guerres d'ego, et ça, c'est très, très, très déplorable. Donc, il faut avoir de l'ego pour exister, mais il ne faut pas que l'ego devienne maintenant notre critère de discrimination qui va faire je vais faire ci ou pas faire ça. Et surtout qu'on ne tombe pas dans l'égocentrisme, qui est de prendre nos décisions uniquement pour valoriser notre ego et non plus pour les concerner. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre des choix qui vont nous valoriser, nous, au détriment des animaux, de la cause. Et là, ça, c'est très dangereux. Et donc, c'est pour ça qu'il faut l'identifier, c'est pour ça qu'il faut y réfléchir. Le troisième point, à mon sens, c'est qu'on est ici pour les valeurs. On se bat pour une injustice, pour une vérité. Ça nous donne des frissons, ça nous motive. Et il y a des gens qui sont principalement sur les valeurs, la vérité, l'injustice. C'est vraiment très important pour eux. Et par exemple, ils ne peuvent même pas trahir leur discours, même si potentiellement ça pourrait avoir plus d'impact pour les animaux. Non, parce qu'ils sont là pour la vérité et l'injustice. Mais c'est des visions et elles sont très, très intéressantes. Et le quatrième point, c'est pour les concernés, parce qu'en fait, ces 4 raisons, à mon sens, on peut les prendre pour toutes les causes. Et les concernés, ça peut être les humains, la planète, tout ça. Mais là, pour nous, c'est les animaux. Donc, la 4e cause, bien entendu, c'est on se bat pour les concernés, les animaux, ce qu'ils subissent, et on veut essayer de les aider et de les sauver, ou du moins qu'on arrête de les faire naître pour qu'ils soient derrière tués. La différence entre les valeurs et les concernés, des fois, les gens me posent la question, parce qu'en fait, c'est ce petit exposé là des 4 raisons. Je m'amuse à le faire quand on est dans des soirées militantes. Et je dis, voilà, quel est ton pourcentage? Où tu te mets combien de pourcents? Et tu mets combien de pourcents à ta copine ou à ton copain? Et on s'amuse. Et il y a des gens, ils n'ont pas dormi de la nuit parce qu'ils réfléchissaient, mais ça, c'est de l'ego. Mais en fait, moi, je suis là pour l'ego. C'était compliqué pour eux. Et donc, pour vraiment faire comprendre la différence entre les valeurs et les concernés, je donne un exemple des fois. C'est que, imaginons, tu arrives à un colloque d'écolo. Et moi, je vais te donner le micro et je vais te dire, OK, prends la parole, dis-leur, tu as 2 choix. Soit tu leur dis qu'il faut devenir antispéciste, animaliste. À court terme, ça ne va pas avoir de conséquences. Les gens ne vont pas écouter ton discours. Peut-être que sur le long terme, ça aura plus de conséquences parce que tu vas montrer que c'est une vraie cause, c'est un vrai engagement. Ou est-ce que, dis-leur qu'il faut être végétarien
là, ils vont tous adhérer et ça va avoir plein de conséquences pour les concernés. Voilà, c'est à toi de choisir. Alors après, ça peut être une conséquence à court terme, mais en tout cas, ça a des conséquences. Eh ben, il y a des gens qui me disent jamais, jamais je pourrais trahir. Je dirais toujours, il faut être animaliste, antispéciste, nanani, nanana, même si ça ne produit aucun effet. Et il y en a d'autres qui me disent, moi, il n'y a pas de souci. Moi, je dis, il faut être végétarien. Ce que je veux, c'est les animaux. C'est ça ma variable. Et donc, ces deux stratégies sont totalement recevables. C'est chacun qui doit voir ce qu'il pense de mieux. Moi, je peux vous faire, si ça vous intéresse, mes petites statistiques, parce que quand je me suis entraîné avec une amie qui s'appelle Dani et que je remercie parce qu'elle m'a beaucoup aidé à faire cet exposé, elle m'avait demandé les statistiques et moi, je dirais que j'ai 20% de thérapie. Donc, j'utilise la cause pour me soigner. Je me suis senti très seul, repoussé de la société. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais en tout cas, j'utilise la cause par thérapie. Pour mon ego aussi, j'ai besoin d'exister. Je me mets que 15%, alors que beaucoup de gens pensent que Amadeus, c'est un mec dans l'ego, il veut se montrer, il fait des caméras. Sachez que faire des vidéos, c'est pas facile. C'est de la vraie générosité. C'est faire des lives, des trucs. On n'a pas tout le temps envie. Des fois, je mange pas pour vous faire un live parce que je suis obligé de le manger à moitié. Bon, autre question. Et 30% pour les valeurs et 35% pour les concernés. Voilà, moi, je suis plus un pragmatique qu'un déontologique. La différence entre les valeurs et les concernés, c'est les déontologiques qui, eux, ne dérogent pas. Et les concernés, c'est un peu plus les pragmatiques. C'est les conséquentialistes, on va dire. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans, c'est trop compliqué. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on enchaîne sur la quatrième phase. Ah oui, j'avais pas coupé là. Voilà. Il y a des questions? Oui. Ils sont plus là, les gens de PEA? Si. Alors, il y a Pierre qui veut poser une question. Vas-y, Pierre. Oui, Amadeus, merci beaucoup. C'est vraiment la conférence que j'attendais avec impatience parce que toutes ces stratégies du militantisme m'intéressent beaucoup et je sais avoir à discuter avec toi combien je peux en apprendre grâce à cet échange. Alors, je voulais justement déjà dire à quel point j'ai appris rien qu'en ce peu de temps. Mais il y a un sujet, j'ai l'impression, ou alors tu y reviendras, que tu as juste évoqué, mais pas du tout développé, c'est les militants. C'est-à-dire que quand tu as parlé des critères, des différents, des étapes, etc., tu n'as pas montré la difficulté qu'il y a, par exemple, de s'adresser selon le public que nous avons autour de nous. Il y a le public que nous voulons sensibiliser à la cause, le citoyen lambda, et puis il y a les militants eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui se considèrent comme engagés dans cette cause. Or, tu as parlé par exemple de militants qui ont un certain nombre de problèmes, comme ceux que tu viens de lister, la thérapie, l'ego, les valeurs, les concernés, etc. Et le problème du travail qu'ils ont à faire sur eux-mêmes, ça rend difficile déjà les stratégies à adopter entre militants. C'est-à-dire que, par exemple, quand nous travaillons avec un groupe, c'est difficile de savoir quel discours, quel comportement adopter selon l'individu, l'interlocuteur. Tu dis par exemple si c'est la sensibilité, si c'est plutôt l'engagement éthique, si le grand intérêt à la vérité, etc. On ne peut pas être homme orchestre, être à la fois ciblé tel et puis tel autre. Ça rend notre comportement vraiment très très compliqué. Et puis, par exemple, le problème de la détermination. J'ai l'impression que, par exemple, la plupart des militants répondent aux 3 premiers critères.
La forte sensibilité, oui, ils l'ont. Le grand intérêt à la vérité, oui, ils admettent, ils ont déjà pris conscience, donc ils ne sont plus dans le déni. Il y a le travail sur la socialité, c'est-à-dire qu'effectivement, le jugement des autres et une société majoritairement spéciste, ça ne les gêne plus, ils sont prêts à l'affronter. Mais entre toutes ces prises de conscience et le travail effectif, le fait d'être réellement sur le terrain, c'est-à-dire la forte détermination, il y a beaucoup à faire encore. Alors, en fait, est-ce que le vrai problème, et ça concernerait tout le monde en fait, on revient à la dissonance cognitive, c'est entre accepter, admettre une vérité, y être sensible, mais passer à l'acte, c'est tout le problème. Aussi bien passer à l'acte pour les carnistes que passer à l'acte pour les militants de s'engager. Il y a beaucoup. Désolé, c'était très confus tout ce que je viens de dire. Non, mais je comprends, je vois ce que tu veux dire. Maintenant, moi, j'ai pas de réponse. Ce que je peux te dire, c'est que quand tu fais un discours, bien entendu, choisir, c'est discriminer. Donc, c'est peut-être parler d'un discours plus axé sur la sensibilité. Donc, tu vas discriminer ceux qui sont plus sur le côté rationnel ou la vérité. Et puis après, si toi, tu penses que… C'est pour ça que j'ai fait cet exposé, mais bon, là, on rentre plus dans le débat. Mais si toi, tu penses qu'il faut beaucoup axer sur la détermination, montrer aux militantes et aux militants qu'il faut, voilà, que c'est une vraie cause, mais il y a des associations qui font ça. J'ai évoqué le nom de Boucherie Abolition tout à l'heure. C'est vraiment ça. Leur discours, il est très orienté vers les militants peut-être un peu plus, je sais pas, qui sont plus dans la sensibilisation, qui sont moins radicaux. Et ils ont ce discours-là. Oui, c'est des stratégies. Moi, j'évoque, je dis le truc et après, c'est à toi de prendre ce que tu veux là-dedans. Mais de toute manière, là, on n'est pas encore à la phase du débat, donc c'est un peu compliqué de rentrer dans tout ça. Je pense que c'est mieux que je finisse, mais vas-y si tu as encore un truc à rajouter. Ok, non, ok, je vois, c'est un débat en fait, c'est pas une question-réponse. C'est ça, voilà. Voilà, moi si c'est sur un point… Proposition de positions différentes des uns des autres. C'est ça. C'est des positions. Merci Amadeus, oui, tu as raison. Il n'y a pas de problème, Pierre, avec plaisir. Vive le parti animaliste. Alors, c'est bon les questions? Alors, de mon côté, c'est bon, oui. Il n'y a pas d'autres questions. Et je pense pas qu'il y en ait eu sur Facebook non plus. On peut continuer. Marco? Aucune question pour l'instant. Impec. Donc, maintenant qu'on a… parce que moi, j'aime bien me lever, donc vous avez dû voir ça tout à l'heure. Donc, maintenant qu'on a vu pourquoi on était militante et militant, et pourquoi tout ce qu'on a vu, les phases… qui font qu'on pourrait essayer d'amener la société à devenir antispéciste et tout ça, amener le véganisme et tout ça, il faut savoir pourquoi on agit et sur quoi on agit. Parce que, à mon sens, l'antispécisme, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ce qu'on a l'impression que c'est. Et que j'ai, de mon point de vue, trouvé que notre mouvement, il était très axé sur un spectre de l'antispécisme, parce que l'antispécisme, il a de nombreux spectres. Et le spectre sur lequel on se concentre principalement le plus, à mon sens, c'est celui de la cause animale. C'est celui de montrer que les animaux sont des êtres, des individus doués de sensibilité et qu'il faut respecter leur intérêt. Et on actionne beaucoup sur ça, on travaille sur ça, même des assos qui se disent antispécistes, je trouve qu'elles travaillent uniquement sur cette vision-là. Et cette vision-là, je trouve qu'elle est assez faible parce qu'on perd beaucoup d'énergie à essayer de montrer à des gens qui n'ont pas la sensibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux animaux, à leur montrer que les animaux sont des êtres sensibles. Et donc, ça ne marche pas. Et pour eux, le discours, il fonctionne pas, il continue, et on n'essaie pas de trouver en eux le discours qui pourrait fonctionner, alors que l'antispécisme a de multiples discours qui pourraient potentiellement marcher avec eux et avec elles. Donc, les autres spectres qui sont, à mon sens, pas assez développés, même, je trouve pas du tout travaillés, c'est le premier que je trouve, c'est l'anthropocentrisme.
c'est de remettre en cause que l'humain n'est plus le centre de la planète et que si on veut un changement de paradigme, si on veut un changement fort, ben on doit reconsidérer cette place de l'humain comme centre de la planète. C'est ce que, comme l'appelle si bien Yves Bonnardel, le suprémacisme humain. Suprémacisme humain ou anthropocentrisme, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est très proche. Et ben, il n'y a pas vraiment d'associations qui ont des campagnes en disant, écoutez, on va mettre de côté les animaux, vous êtes des humanistes et vous voulez que l'humain perdure sur cette planète, vous êtes écologiste, ok, vous voulez un changement de paradigme, vous voulez que notre société, la société humaine perdure dans le temps et qu'on ne devienne pas comme les dinosaures qui ont disparu, ben, faisons le nécessaire et créons la révolution écologique. Et la révolution écologique, ben, à mon sens, c'est pas en leur disant devenez vegan, mangez moins de viande. Non, c'est en leur disant on fait une révolution écologique, ben, il faut une révolution du paradigme, une révolution de la vision du monde qu'on a de l'être humain. Et donc, ben, il faut décentrer l'humain, comme la révolution copernicienne à l'époque de Copernic, de Bruno, j'ai oublié le prénom. Bon, c'est pas très grave, on s'en fiche, je vais pas faire genre j'ai de la culture. Donc, la révolution copernicienne, ça a été de passer de l'héliocentrisme, le soleil au centre, au géocentrisme. À la Terre, qu'est-ce que je dis? De passer du géocentrisme, la Terre au centre, à l'héliocentrisme qui est le soleil le centre. Ben, à mon sens, nous aussi, on doit passer dans cette phase et on n'a pas besoin de parler des animaux, c'est pas nécessaire. En fait, on peut très bien aller voir les gens en leur disant, ben, il faut cette révolution et il faut qu'on arrive à décentrer l'humain, qu'on passe de l'humain le centre à quelque chose le centre. Quand on est antispéciste, à mon sens, c'est le sentiocentrisme, c'est-à-dire de passer de l'humain le centre au sentiocentrisme, mais très peu de gens vont comprendre ça. Même là, je viens de vous dire ce mot, il y en a une dizaine qui ont dû se dire de quoi il parle. Donc le sentiocentrisme, c'est dire que c'est l'individu sentient qui est le centre, que ce qui est la valeur sur laquelle on doit réfléchir et se positionner, c'est la sentience. Beaucoup d'écologistes vont rien comprendre, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de leur dire qu'il faut passer de l'anthropocentrisme au biocentrisme parce que vous tâcherez votre discours antispéciste, mais en tout cas, voilà, le changement de paradigme. Et si on arrête de mettre l'humain au centre, ça veut dire que l'humain n'est qu'une espèce parmi toutes les autres. Et si l'humain n'est qu'une espèce parmi toutes les autres, ça s'appelle l'antispécisme. C'est-à-dire que l'humain n'est pas plus haut, plus bas que les autres espèces. Il doit considérer les intérêts des autres espèces, tout comme ses intérêts. Et voilà, c'est ça, ben c'est l'antispécisme. Et là, vous n'avez pas eu besoin vraiment de parler de ce que subissent les animaux, de jouer sur la sensibilité animale, parce que les gens ne l'ont pas. Ceux qui l'ont, ben on les a déjà travaillés presque. Ils sont déjà avec nous là, ici, parce qu'ils ont vu les images et tout ça. Ça, c'est à mon sens, j'ai pas vu d'Assos vraiment travailler la question de l'anthropocentrisme. Je sais que les penseurs, les David Olivier qui fait dans les articles, dans les cahiers antispécistes depuis des siècles, j'ai envie de dire, Thomas Lepelletier, Yves Bonnardel, voilà, mais c'est pas relayé vraiment par des assos qui se disent, je sais qu'en Suisse, vous, au PEA, vous êtes dans cette logique beaucoup plus que n'importe où, mais en tout cas, voilà, je trouve que ça, c'est trop délaissé et c'est des vraies questions. Un deuxième point plutôt, donc c'est mon troisième point sur le graphe, sur le PD, je sais plus comment ça s'appelle, le slide, c'est la prédation. Je connais pas d'assos qui ont une vraie culture de la prédation, qui ont une vraie campagne sur les notions de prédation. Non, on va aller voir les mouvements anticapitalistes, on va aller voir les mouvements féministes en leur disant, ben regarde, ce que t'aimes pas, c'est ce que les hommes font subir aux femmes, mais regarde ce que les humains font subir aux animaux. Ça leur parle pas. Les animaux, c'est pas des êtres qu'on doit considérer. Donc, ça sert à rien d'aller voir une humaniste ou un humaniste en lui parlant, qui est féministe, et en lui parlant de ce que les hommes font subir aux femmes, mais regarde ce que les humains font subir aux animaux. Ça ne produit rien. Alors que si on allait les voir en leur disant, écoute, on va mettre les animaux de côté encore une fois. Le problème, c'est la prédation, c'est que l'homme, le mâle,
à des comportements de prédateurs sexuels envers la femme, que l'homme domine la femme. Mais est-ce qu'il n'y a pas une de ces racines qui est qu'on a une culture de l'humain qui est prédateur? L'humain est prédateur à force de manger des animaux. On a une culture de la domination. On est des prédateurs, on est des dominants, on s'accapare les vies, on est avide, on met la mort dans notre corps. Est-ce que ça engendre pas une culture de la domination, une culture de la prédation? Et que si demain on veut faire avancer cette belle question du féminisme, ben, il faudrait qu'on arrive à déconstruire en nous cette racine qui est spéciste et qui fait que peut-être ça a amené les êtres humains à rentrer dans cette logique machiste et tout ça. Pareil pour les anticapitalistes. Les anticapitalistes sont là à dire bah, il y a 1% de la planète qui domine 99% de la planète. Il y a les loups de Wall Street. Il y a le capitalisme agressif. Et nous, on est en train de leur dire oui, mais regarde, l'élevage, c'est comme des faits, c'est comme des usines. L'élevage, c'est la domination à outrance, c'est l'excès du capitalisme, les élevages intensifs, tout ça. On essaie de les convaincre et ça ne marche pas. Donc, à mon sens, ça serait mieux de leur dire, bah, écoute, si on veut enlever cette prédation, qui est la prédation économique, parce qu'on est passé de la violence physique, la violence où on pouvait tuer, où on avait le droit d'être des chevaliers, où il y avait l'esclavage, où il y a eu la colonisation, à la violence économique. Ben maintenant, il y a le pillage des ressources, il y a les francs CFA en Afrique. Eh ben, on est passé de la violence physique à la violence économique. Mais pourquoi? Parce que l'humain a gardé en lui la violence. Et peut-être, il faudrait aller voir des gens en leur parlant, même plus des animaux. Là, ça fait 5 minutes que je vous parle plus d'animaux. Je vous dis de leur dire, ben, tant que l'humain aura une culture de la prédation, tant que l'humain aura une culture de la domination, les gens font de l'argent pour faire de l'argent. Il n'y a pas de raison. Ils le font par amour, par avidité de prédation. C'est même pas pour des raisons rationnelles. Ben, est-ce que si on avait délaissé cette culture de la prédation et de la domination, est-ce que ça aurait des conséquences? C'est très difficile à montrer. En tout cas, ça peut être des croyances, ça peut être des gens, on peut arriver à leur faire comprendre cela. Voilà. Et mon dernier point, non pas encore dernier, c'est que l'antispécisme n'est pas spéciste. Alors, ce point-là, je pense qu'il pourra faire débat, donc on pourra le faire après. C'est-à-dire que, à mon sens, je vois beaucoup de personnes dans le mouvement qui n'ont pas vraiment, à mon sens encore, compris l'antispécisme. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'antispécisme ne doit s'appliquer qu'aux humains et que, de ce fait, l'antispécisme, il est spéciste. C'est comme si moi, j'étais antiraciste et je dis, bah, oh là là, je vois des gens de mon ethnie faire des discriminations sur des Noirs, alors j'interviens. Très bien, tu es antiraciste. Mais si maintenant tu vois des Noirs faire une discrimination sur une autre ethnie, est-ce que tu interviens? Si tu dis non, j'interviens pas, tu es raciste. C'est-à-dire que ta vision de l'antiracisme ne s'applique que à ton ethnie. Et donc, si tu interviens, ben, tu es interventionniste. Et alors, les gens pourront dire, mais tu es colonialiste, tu interviens sur les cultures des autres. Ben oui, je suis antiraciste. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a plus cette notion d'ethnie. J'ai dépassé cela. On est tous des humains. Ben, avec l'antispécisme, il faut intégrer cela. Et c'est la conférence d'Axel qui a été très belle et très bien amenée, qui montre que voilà, en tant qu'antispéciste, on doit considérer les autres espèces, réfléchir aux souffrances qu'elles subissent et qu'elles font subir aux autres, et donc de se poser des questions sur est-ce que le lion doit tuer la gazelle? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit le laisser? Est-ce qu'on doit intervenir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas les réponses. Mais en tout cas, il faut arrêter de penser que tout ce qui est en dehors de l'humain, c'est beau, c'est joli et c'est fantastique. Et ça m'amène au dernier point, à reconsidérer l'idée de nature. C'est pour ça que je sais que Yves Bonnardel, il travaille beaucoup en ce moment. Et je crois que dans un des derniers livres qu'ils ont sortis avec Axel, ils en parlent, mais je ne l'ai pas lu, je ne lis jamais rien, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais voilà, déconstruire aussi cette idée de nature, l'antispécisme permet cela, parce que ben, si on voit la nature, ben oui, les humains, ils mangent des animaux, les lions, ils mangent des gazelles, et ben, l'humain, il s'est construit
avec le naturel, mais en opposition au naturel. Sinon, on n'aurait pas de maison. Si le naturel, c'était fantastique, mais j'ai envie de dire aux gens, mais retournez dans les forêts et allez vivre à l'état naturel, si c'est si bien que ça. Ben non, l'humain a su comprendre que dans le naturel, il y avait des belles choses, mais des mauvaises choses. Et ben pour l'antispécisme, c'est pareil. Il faudra comprendre que dans la nature, il y a des bons comportements, des mauvais, essayer d'y réfléchir, les comprendre. Et voilà. Donc ça, c'est des questions qu'on pourrait faire sur juste ces différents spectres. Il faudrait faire toute une conférence, mais je pense même pas être assez armé pour le faire. Il y a des penseurs qui sont déjà très aguerris sur ces questions. Donc, en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'il y a plusieurs chemins qui nous amènent à déconstruire des choses en nous. Et ces déconstructions, ben, on les a grâce à des dispositions, que ces déconstructions, on peut essayer de les amener à permettre que la société se déconstruise et que, voilà, il faut comprendre tous ces chemins, comprendre en nous pourquoi on agit. Je voulais remercier, bah, comme je l'ai dit, tous les penseurs qui influencent la cause et qui, depuis des années, alors qu'ils n'ont pas vraiment de reconnaissance et qui écrivent des livres, les cahiers antispécistes qui sont lus par peu de personnes, mais qui ont tellement d'influence et qu'on s'en rend même pas compte. Voilà, je voulais vous inviter à remplir le questionnaire du site antispéciste.ch. Comme je l'ai dit, vous verrez des notions qui sont évoquées, la thérapie, tout ça, les cas de disposition, c'est dans le questionnaire. Donc, pour vous, ça va être super. Ça va vraiment répondre par rapport à la petite conférence. Je vous invite à débattre avec moi. Si vous voulez me contacter, pas de souci. Même si vous n'êtes pas du tout OK, je suis là. On prendra le temps. Je vais vous mettre après mes contacts. Et sinon, aussi, dernier point, c'est que alors, attendez, oui, excusez-moi. Et donc, dernier point, c'est que comme je disais, ben, je trouve qu'il n'y a pas d'assos vraiment antispécistes, à mon sens, hein, pour l'instant. Je ne les trouve pas vraiment sur tous les spectres. Ils n'ont pas pris des positions ou des campagnes fortes. Ben, j'invite qui voudrait à monter une association, à me contacter. Peut-être que je pourrais, peut-être que je pourrais pas. En tout cas, en discuter. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Je remercie encore l'équipe de PEA, Marion, Karine, vraiment très sympa. L'équipe d'Insta, ils sont trop sympas. J'ai rigolé avec eux, je sais pas qui c'est. Et puis, je vous invite à lire les livres de la révolution antispéciste avec différents penseurs de la cause. Récemment, je crois qu'il y a le livre de Jérôme Segal sur l'histoire du mouvement avec l'animal radical et le dernier livre de Yves Bonnardel et de Axel qui s'appelle Solidarité animale, qui parle aussi de l'histoire du mouvement, du suprémacisme humain. Je pense de l'idée de nature, c'est quasiment obligatoire. Et puis, je remercie Dany qui m'a aidé à faire la conf et Jérémy Dubois qui est mon poteau, qui m'a permis de réfléchir à tout ça. J'attends vos questions. Voilà mon contact si vous souhaitez en débattre, si on n'aura pas le temps.